Bonjour à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, via Vosges, Alsace 20, Canal 32 et via Moselle. Nous sommes justement aujourd'hui en Moselle, à Ambach, tout près de Sarreguemines et de la frontière allemande, et je vous propose d'y découvrir une entreprise, une PME familiale, Chêne de l'Est, spécialisée dans la fabrication de parquets haut de gamme en chêne massif, dont 40% de la production est vendue un peu partout dans le monde. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Sébastien Bach est l'invité de Business. Il fait partie de la 3e génération de dirigeants de l'entreprise familiale Chêne de l'Est, qui fabrique des parquets haut de gamme depuis 40 ans. La PME dispose aujourd'hui de plusieurs usines de fabrication dans l'Est de la France et même désormais aux États-Unis. Ce développement devrait d'ailleurs s'accélérer dans les mois à venir grâce au plan France Relance. Nous ferons un point sur ces aides de l'État pour le développement industriel avec Muriel Cara, responsable des aides et des financements aux entreprises de la CCI Moselle. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans les Vosges avec Hydréo, spécialiste des équipements hydromécaniques et également lauréat du plan France Relance. Dans l'Aube ensuite, où va s'implanter une nouvelle usine du groupe Garnica, premier fabricant mondial de contreplaqué. En Alsace, enfin, où l'un des 4 derniers maltiers restants en Europe vient d'obtenir le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Sébastien Bach, bonjour. Nous avons enlevé les masques parce que nous sommes à distance respectable, donc nous sommes dans les règles de distanciation. Bonjour. Sébastien Bach, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette entreprise qui est une vraie saga familiale. Oui, tout à fait. En fait, c'était une société qui a été fondée par mon grand-père en 1965. Mon grand-père, qui était d'abord charpentier, activité plutôt de scierie, s'est développé dans le bois, a commencé à créer une activité tout autour du bois pour au fur et à mesure faire entrer ses enfants et les conjoints de ses enfants qui sont entrés au compte-gouttes dans la société. Et là, moi, je représente la 3e génération. Si on peut compter dans Chêne de l'Est aujourd'hui, nous sommes 15 de la famille à y travailler sur un groupe de 170 employés. Justement, l'entreprise elle a bien grandi depuis ses 40 ans. Quelques chiffres clés peut-être pour cadrer ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, le groupe même. Oui, tout à fait. Alors 40 ans, c'est vraiment la date de constitution de la société Chêne de l'Est. Elle a pratiqué avant son activité. Elle a débuté, comme on avait dit tout à l'heure, par la production de charpente pour arriver sur l'activité du parquet. Donc aujourd'hui, Chêne de l'Est, ça représente sur 5 sociétés différentes qui sont réparties dans le Grand Est. Donc on a cette société à Ambach, on a une société à Metz qui fait de la finition, on a 2 sociétés dans les Vosges et on a une toute dernière société, c'est une nouvelle qui est à Troyes. Ça représente 30 millions de chiffres d'affaires. Dans l'ensemble, on est à 40% à l'export. Et avec 250 coloris, plus de 10 000 produits, c'est colossal quand même comme gamme de produits. On a su s'adapter à notre marché, on a fait quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'on a fait ce que les autres ne voulaient pas faire. On a fait des produits sur mesure, on a créé énormément de coloris. Aujourd'hui, ça représente 250 coloris, tout à fait. Si on fait par rapport aux dimensions, on a 10 000 produits différents qu'on peut proposer sur le marché. Un vrai savoir-faire. Alors, on va y revenir, Sébastien. Ce succès est durable. Il repose d'abord sur une qualité de matière première. C'est le chêne de l'Est, le chêne massif. Et aussi sur un savoir-faire qui est à la fois industriel, mais aussi artisanal. Et on va le voir dans ce reportage signé Oriane Vallot pour Via Moselle. Depuis 50 ans, le processus est le même au Chêne de l'Est. Le bois, à 99,5% du chêne, est scié, vérifié et sélectionné par rapport à sa qualité, sa ligne de coupe et sa valeur. Le scieur va découper les grumes de manière à obtenir le meilleur rendement possible. Les différentes découpes sont ensuite soit transférées dans une usine vosgienne pour être tranchées, soit utilisées sur le site de production de Ambach pour être transformées en poutre ou parquet haut de gamme. Le bois entre par ici, passe par le scieur de tête. Ce bois continue son circuit en fait tout le long. On passait ici et en fait sur ces machines-ci, le bois est en fait sélectionné et déligné par rapport aux largeurs dont on a besoin. Le bois est par la suite découpé, raboté et usiné en surface. Avant la fin du processus de création du parquet, 7 contrôles seront nécessaires pour assurer la qualité du produit final. Dans cet atelier, 250 finitions différentes sont réalisées par an. Ici, il s'agit de cirage. Mais le parquet peut être verni ou encore huilé pour donner de la profondeur au bois. Ce sont les finitions qui donnent l'aspect final du parquet, sa couleur qui va changer au gré de la lumière. Il faut savoir que la majorité de nos produits sont touchés à la main pour avoir un meilleur aspect, une meilleure homogénéité du produit,
Et c'est ce qui fait aussi la qualité de nos produits, hein. Une fois les finitions réalisées, le parquet est séché et enfin prêt à la vente. Donc du coup, Julien fait des coupes. Et ici, le bois, c'est une histoire de famille. Fondé en 1960 par Joseph Barr, c'est aujourd'hui son petit-fils qui tient les rênes de l'entreprise aux côtés de son papa et de ses oncles, tantes et même cousins. Très fier d'avoir rejoint il y a 3 ans en fait l'entreprise familiale. Et l'entreprise familiale est quand même un gage de qualité, un gage d'implication. Une entreprise jugée fiable qui réalise des produits haut de gamme. Résultat, les chaînes de l'Est exportent leurs produits partout dans le monde. Allemagne, Angleterre, Dubaï et même Moscou. Et leur best-seller, c'est ce parquet vieilli. Une marque de fabrique brevetée dont les secrets sont jalousement gardés depuis 15 ans. Des planchers d'autrefois qui apportent de l'authenticité. Comme ce plancher dit du boulanger à l'aspect blanchi, il ne manque plus que l'odeur du pain sorti du four et on s'y croirait. Sébastien Bach, tous ces produits qu'on vient de voir dans le reportage, tous ces parquets, vous les vendez principalement à qui? Et d'ailleurs, je crois qu'on va peut-être pouvoir poser la question à Jean-Michel Bach qui nous a rejoint, qui s'occupe de tout le commercial et marketing au sein de Chaîne de l'Est. Jean-Michel Bach, ces parquets, vous les vendez à qui finalement? On travaille 40% à l'export, 60% en France. Nos clients, ce sont des showrooms parquets, des parqueteurs. Principalement, il y a également des négoces, mais c'est surtout souvent par des décorateurs, des architectes. À l'export également, les 40%, ils sont faits en Suisse, en Allemagne. Si maintenant on prend le grand export ensuite, c'est des architectes internationaux qui nous voient sur des salons internationaux, qui nous connaissent et qui nous font faire des parquets avec de la profondeur, des oxydations, des réactifs, des parquets qui ne sont pas juste teintés, mais où vraiment il y a de la profondeur. Et ces architectes-là voient cette valeur ajoutée chez nous, chez Chaîne de l'Est, avec notre savoir-faire. Ce qui est intéressant, c'est que vous vendez des produits à la fois sur catalogue, mais aussi beaucoup sur demande, notamment pour des hôtels, des restaurants qui sont sous couvert d'architectes, avec des demandes très particulières qui vous obligent à aller plus loin dans le process de fabrication. Notre recherche et développement est très performant. On n'arrête pas de créer des nouvelles couleurs. C'est surtout dans les recherches, quand un architecte nous demande une couleur spécifique, le chemin pour y arriver à cette couleur spécifique, on passe par différents essais, des tests. Et de temps en temps, il y a une couleur qui sort, qui est super, qu'on va conserver pour le catalogue. Et on va continuer à travailler la recherche pour l'architecte en question. Alors on va y revenir tout à l'heure, Jean-Michel. Alors, Chaîne de l'Est, Sébastien Bach, fait partie de la centaine d'entreprises qui ont été retenues dans le Grand Est. Il y en a une dizaine en Moselle pour bénéficier d'une aide du plan gouvernemental qui s'appelle France Relance. Avant de voir avec vous comment vous allez utiliser cette aide au sein de Chaîne de l'Est, je vous propose de faire un point sur ces aides financières d'État pour le développement industriel avec Muriel Cara, qui est coordinatrice de la cellule Allo PME au sein de la CCI de Moselle. Le plan de relance est une formidable opportunité pour les entreprises, pour notre économie, pour la rendre plus propre et plus durable. C'est 100 milliards d'euros qui sont répartis sur 3 volets. Le volet écologie pour une meilleure efficacité énergétique, un plan de décarbonisation de l'industrie, des process plus innovants. Un volet qui concerne la compétitivité, c'est produire mieux, gagner des parts de marché et aussi accompagner la transition numérique pour les commerces. Et le troisième volet, qui est le volet de la cohésion, le dispositif phare qui a été présent depuis le début du confinement, c'est l'activité partielle. Et là, on a le dispositif d'activité partielle de longue durée qui va permettre de préserver l'emploi. L'objectif de ce plan, c'est de donner un second souffle à notre économie, favoriser les circuits courts, relocaliser l'industrie, redonner la place de l'industrie qu'elle avait un peu perdue. L'intérêt d'être accompagné par une structure comme la nôtre, c'est que c'est notre métier et que nous pouvons, nous, identifier dans l'entreprise les axes forts des projets qui sont présentés et les mettre en adéquation avec les axes du plan de relance. Il faut que le projet soit valorisé et il faut qu'il soit optimisé également au niveau de son financement. Donc nous, on va, en plus des financements du plan de relance, aller chercher d'autres financements, échanger également avec les banques, de façon à ce que le plan de financement soit complètement bouclé lorsqu'on présente le dossier sur les plateformes de France Relance. Voilà, on peut préciser que ces aides sont accordées par l'État, mais avec le soutien du Conseil régional Grand Est. Sébastien Bach, Chaîne de l'Est va recevoir une aide de 80 000 euros. À quoi vont servir ces 80 000 euros ?
Alors ces 80 000 € vont servir à participer à la digitalisation de l'entreprise. Donc par digitalisation, on veut apporter des outils spécifiques à nos opérateurs pour pouvoir gérer la production en temps réel, apporter des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour interagir en temps réel avec la production. Ensuite, on veut moderniser notre ERP, histoire d'avoir... ERP, c'est un gros logiciel qui coordonne toutes les activités, c'est ça? C'est le logiciel central de gestion pour qu'il soit plus robuste. C'est une migration vers une nouvelle génération de logiciels. C'était dans vos plans de faire tout ça, mais France Relance va finalement vous permettre d'accélérer, de le faire plus tôt? Alors c'était déjà dans nos plans, effectivement. Des entreprises comme la nôtre ont besoin de dynamisme et pour différentes raisons. C'est d'apporter des outils pour des nouvelles générations de personnes, des nouveaux profils, des montées en compétences. Et justement, avec cette aide, c'est un boost en fait. C'est un point qui va nous permettre d'avancer plus rapidement sur cette digitalisation. Alors, une digitalisation qui va booster, qui va accélérer peut-être votre développement. C'est quoi les grands axes de votre développement dans les années à venir? Alors, on a beaucoup de choses sur la table, on va dire. On a du développement produit, déjà dans un premier temps, parce qu'une entreprise comme notre doit se dynamiser, toujours créer des nouveaux produits, des nouvelles tendances, suivre ce qui se passe un peu sur le marché. Ensuite, on parle de croissance externe, donc c'est-à-dire attaquer des nouveaux marchés. On a des produits qui sont assez spécifiques, à forte valeur ajoutée, milieu et haut de gamme, et sont destinés plutôt à des marchés précis, notamment les États-Unis. Donc ces marchés-là font partie justement de nos objectifs de croissance. Qui aiment bien les bois de qualité? Ouais, des bois de qualité et également des bois qui racontent une histoire. Donc un produit made in France, un produit dont on connaît sa valeur artisanale, sa valeur intrinsèque du bois lui-même, puisque les bois viennent de France. Et eux adorent ce genre d'histoire. Et même proposer des services complémentaires, des accessoires complémentaires aussi? Alors on le fait déjà de manière, disons, purement complémentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui achète un parquet, il s'attend à avoir des marches d'escalier, etc. Mais on n'a jamais fait d'axe de développement sur ça. Donc ça fait partie des choses où on va se renforcer à l'avenir. Bon, Sébastien Bach, on reste ensemble. Je vous propose de continuer cette émission avec un tour de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord à Saint-Nabord, dans les Vosges, au sein de l'entreprise Hydréo, spécialiste de la fabrication des équipements hydromécaniques pour les ouvrages hydroélectriques. C'est l'une des 18 entreprises sélectionnées dans les Vosges par le plan France Relance pour bénéficier d'une aide qui va lui permettre de s'équiper d'une nouvelle fraiseuse pour fabriquer des pièces de plus grande ampleur. Et je vous propose des explications dans ce reportage signé Anthony Sapp et Nicolas Bridard pour Via Vosges. C'est l'une des entreprises vosgiennes soutenues par l'État dans le cadre du plan France Relance. Elles sont 18 en tout, accompagnées dans de nouveaux investissements avec une enveloppe globale de 12 millions d'euros. Voici donc la société Hydréo, une entreprise qui a vu le jour ici à Saint-Nabord à la fin des années 70. Elle sera liquidée en 2019 mais reprise dans la foulée par le groupe nancéen HPP. Son activité ne s'est finalement jamais arrêtée. Activité de fabrication et de maintenance d'équipements hydromécaniques pour les ouvrages hydroélectriques et fluviaux avec des clients comme VNF ou EDF. Elle a en revanche, comme beaucoup, tourné au ralenti pendant le premier confinement. C'était plutôt compliqué, oui. Il y a certains de nos clients qui ont reporté certains marchés. Il y a eu beaucoup de décalage en termes de chiffre d'affaires. Il faut s'adapter, donc chômage partiel par roulement sur tout ou partie des différents services de l'entreprise. Mais depuis, l'activité a retrouvé un rythme à peu près normal. Le carnet de commandes est bien rempli avec des chantiers en France, surtout, et parfois à l'étranger, avec la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service de pièces de chaudronnerie particulièrement imposantes. Alors vous avez devant vous une turbine Kaplan à siphon. L'objectif est de produire de l'énergie hydroélectrique. C'est une machine qui est capable de produire 300 kW. Elle est destinée à un client privé dans le sud de la France. Imposante ces turbines, on l'a dit, mais Hydréo voit encore plus grand. C'est pour cette raison qu'elle a fait appel au plan France Relance pour investir 450 000 € dans une nouvelle fraiseuse qui permettra de sortir des pièces de 12 mètres alors que l'actuelle ne peut dépasser 3. Hydréo pourra ainsi fabriquer sur place et faire des économies sur la sous-traitance et le transport.
Le type de produit va être relativement similaire, par contre avec des capacités de production beaucoup plus importantes et pouvoir avoir la possibilité de passer des pièces beaucoup plus imposantes. Et là, ça va nous permettre justement de réaliser toute cette fabrication au sein même de l'entreprise. Cette nouvelle machine devrait être opérationnelle d'ici 6 mois et va nécessiter l'embauche de 2 personnes dans un premier temps, mais d'autres seraient déjà envisagées. Sébastien Bach, on a vu dans le reportage qu'Hydréo avait souffert au début de la crise sanitaire, surtout au premier confinement. Vous, comment ça s'est passé cette période un peu particulière d'1 an ? Alors c'était une période, comme vous dites, assez particulière. Je pense que le plus compliqué, c'était l'adaptation. Les premières semaines ont été assez catastrophiques, on a fermé. Et ensuite, on a réfléchi un peu comment nous adapter, parce qu'en fait, on avait toujours de la demande, surtout sur les marchés à l'export, parce que la France s'est presque arrêtée. Donc l'Allemagne et la Suisse nous ont permis de continuer l'activité. Et ensuite, au fur et à mesure, on a redémarré. Pour finir, à la fin d'année, on fait partie des heureux ou des chanceux, à plus 3%. Et vous disiez de l'adaptation, mais elle est aussi due à la direction, mais aussi aux salariés qui étaient là dans les ateliers. Alors bien évidemment, je pense qu'on n'aurait pas réussi sans nos opérateurs qui ont su faire vivre l'entreprise pendant toute cette période assez compliquée, parce que je pense que sur un point de vue personnel, ça a été compliqué pour tout le monde. Et en société également, il a fallu s'adapter, il a fallu venir des moments où il y avait des couvre-feux, et puis je les remercie pour ça. Mais pas trop de visibilité sur la suite. Le problème, tout le monde a commencé à s'équiper. Du coup, pas de vacances, pas de restaurants. On recentrait un peu les budgets des foyers sur améliorer le quotidien, améliorer le commun. Donc on améliore comment ? En achetant des meubles, en achetant un beau parquet, on renouvelle son intérieur. Beaucoup de gens dépensent pendant ces périodes-ci, d'ailleurs on est en plein boom. Mais le problème vient de l'avenir. Comment l'avenir va être fait, on ne sait pas vraiment. Peut-être les hôteliers, au moment de leur réouverture, vont recommencer leurs investissements, peut-être les restaurateurs également, mais ça reste le flou aujourd'hui. Flou, et on veut quand même y croire. Sébastien Bach, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale en partant cette fois-ci dans l'Aube. On va rester dans le domaine du bois, mais un domaine qui est un peu particulier, vous allez le voir. Le premier fabricant mondial de contreplaqué, c'est l'entreprise espagnole Garnica. Eh bien, elle a choisi Troyes pour y implanter son 7e site de production. Il a été retardé d'1 an suite justement à la crise sanitaire dont on vient de parler, mais le chantier a pu débuter il y a quelques semaines pour un démarrage d'activité prévu en 2022. À terme, le site pourrait employer près de 250 à 300 salariés. De belles perspectives à découvrir dans ce reportage signé Christian Vieira pour Canal 32. Si le chantier de l'usine Garnica débute, l'entreprise espagnole entame d'ores et déjà des collaborations avec des PME auboises. 3 exemples. Les clôtures et les copâturages sont faits avec notre partenaire à 2 km d'ici, AG Paysage, du groupe AGNet. Le terrassement, un des sous-traitants, c'est l'entreprise Réo. Et sur la partie électricité, c'est l'entreprise Obélec. Ça serait un contresens de vouloir valoriser le peuplier local ici et de faire appel qu'à de la main-d'œuvre qui vient de milliers de kilomètres. Sur ce terrain de 20 hectares, la structure devrait progressivement prendre forme d'ici 4 mois pour un démarrage de la première ligne de transformation de peuplier en contreplaqué en 2022. Dans l'attente, Garnica participe au plan régional de plantation de cette essence dans un rayon de 300 km. Ça fait 1 an et demi qu'on achète du peuplier sur pied à des propriétaires comme vous et moi, à des communes. Si je peux citer la commune de Jassaigne, plus de 40% du bois régional était exporté hors de la région, voire hors de nos frontières. Et donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de lui dire, on vous apporte la garantie à terme de bien vendre vos bois, investissez pour produire du bois de qualité. L'objectif, c'est vraiment en s'installant ici, c'est de donner plus de valeur au propriétaire pour que le propriétaire investisse et développe le peuplier dans les années qui arrivent. Si je pouvais aujourd'hui claquer des doigts et avoir l'usine quasiment complète, aujourd'hui le groupe Garnica serait capable de commercialiser tout ce que cette usine va produire dans l'avenir. Mais après, on ne va pas brûler les étapes. Dans ce marché porteur, l'usine devrait démarrer avec 40 salariés pour monter en puissance en fonction des approvisionnements, jusqu'à 300 salariés d'ici 7 à 8 ans. La nouvelle usine aura une capacité de consommation de bois de 300 000 m3. À plein régime, selon son directeur, elle devrait générer des emplois indirects et locaux. Ce type d'investissement, pour chaque emploi direct, génère 2 emplois indirects. Quand on transporte du bois depuis la Marne jusqu'à Troyes, c'est un transporteur local qui a éventuellement investi dans du matériel dédié pour nous livrer. Les marchés les plus porteurs pour le contreplaqué de peuplier sont le caravaning en Allemagne, la construction bois aux Pays-Bas et aux États-Unis. Garnica exporte 93% de sa production
dans 50 pays. Sébastien Bach, on vient de voir dans le reportage avec Garnica que justement l'entreprise nouait des partenariats locaux pour assurer son futur développement. Vous aussi, vous avez une politique d'approvisionnement de bois de qualité, là c'est du chêne, et en proximité. C'est ça. Alors 99% représente le chêne pour notre fabrication et de sources locales. Donc on essaye au maximum de s'approvisionner dans un rayon de 200 km. Donc voilà. Et comment vous faites pour sécuriser, pour pérenniser cette filière qui est pour vous, vitale ? Exactement. Alors, c'est un marché qui fluctue énormément et qui dépend énormément de la demande extérieure. Donc à savoir qu'on est tout petit, hein. Nous en France on fabrique 250 000 m² quand des sociétés chinoises peuvent en fabriquer des millions de mètres carrés. Donc on voit bien le poids qu'on pèse sur le marché général. Néanmoins on essaye quand même de pérenniser par des approvisionnements divers de forêts privées et de forêts publiques. Parce que les Chinois peuvent arriver et acheter tout le lot et vous n'avez plus rien pour les années à venir. En fait c'est l'effet de l'offre et de la demande, hein. Quand il y a une forte demande, la matière se fait un peu plus rare, les forêts ont ce qu'elles ont à donner et les prix s'envolent. Et lorsque les prix s'envolent, le prix de la matière première augmente et nos coûts de revient augmentent considérablement. C'est pour ça qu'on essaye d'acheter au bon moment et de ne pas acheter surtout au bon moment. Sébastien Bach, fin de notre périple économique régional. On va partir en Alsace. À Haguenau, c'est là qu'exerce un des 4 derniers maltiers qui restent dans toute l'Europe. Et il est tout dernier en Alsace à perpétuer ce savoir-faire ancestral de restauration et de rénovation et de fabrication de malles sur mesure. L'entreprise artisanale Rêve de Bagages, c'est son nom, vient d'être distinguée par le label Entreprise du patrimoine vivant. Reportage sur un atelier d'exception par Fanny Kunz pour Alsace 20. Ces mains expertes sont celles de Marie et Jean-Philippe Roland, les derniers maltiers de la région. Maltiers, mais aussi menuisiers, quincailliers, maroquiniers, ils sont tous là à la fois et grâce à leurs compétences professionnelles rares, ils font revivre malles et bagages anciens, des objets tombés dans l'oubli au milieu du siècle dernier. Des gestes et savoir-faire traditionnels reconnus à travers une distinction. Le label Entreprise du patrimoine vivant vient d'être décerné aux 2 artisans d'art, les classant ainsi parmi 1400 entreprises aux compétences rares en France. C'est un métier vraiment rare pour lequel il n'y a plus de formation et donc les EPV sont là pour aider et valoriser ces entreprises-là. C'est une responsabilité de plus, c'est être toujours à la hauteur de ce label, puisqu'il faut bien se rendre compte, et moi c'est un de mes plaisirs, c'est de me dire qu'une pièce que je restaure aujourd'hui a été fabriquée, nous n'étions pas nés, tous autant que nous sommes, et normalement bien conservée et gardée dans une famille, cette malle sera encore là alors que nous ne serons plus là. Donc quelque part on est les passeurs d'un patrimoine qui va se transmettre de génération en génération. Du vanity case à la malle garde-robe, en passant par la valise ou les malles à chapeau, tous ces objets du XVIIe siècle jusqu'aux années 50 n'ont de secret pour ces passionnés. Des secrets qui sont malheureusement menacés et qu'ils tentent de préserver. L'objectif, c'est de perdurer en fait un savoir-faire donc des anciens maltiers et vraiment le côté artisanal, joli savoir-faire, c'est-à-dire maintenir en fait l'objet avec ses matières d'origine. C'est une réunion d'expérience, de beaucoup de savoir-faire, de mains qui ont effectivement travaillé chacune des étapes en fait pour restaurer, qui serait chouette de pouvoir transmettre. Il n'y a pas d'école, donc ça veut dire faire effectivement par l'expérience pour pouvoir transmettre. Et afin de transmettre leurs connaissances et perpétuer ce savoir-faire traditionnel des maltiers, les artisans souhaitent accueillir très prochainement un apprenti dès que la situation sanitaire le leur permettra. Sébastien Bach, on vient de voir avec Rêve de Bagages une entreprise artisanale, savoir-faire remarquable. Vous aussi, vous dites que vous êtes un artisan industriel. Pourquoi ? Artisan industriel nous définit parfaitement parce qu'en fait, le bois, c'est un matériau qui se touche, qui se contrôle. On pratique 7 ou 8 contrôles pour être en conformité, pour produire en fait le produit le plus cohérent par rapport à nos clients, le plus qualitatif également. Que ça soit au contrôle de l'agrume jusqu'à sa finition, on le touche tout le temps. Vous avez rejoint vous-même l'entreprise il y a 3 ans. Avant, vous étiez dans un autre domaine, vous étiez gestionnaire de fonds financiers au Luxembourg. Vous ne regrettez pas d'avoir rejoint l'aventure de l'entreprise familiale ? Pas du tout. C'est une fierté de rejoindre en fait une famille qui a créé une véritable entreprise, une grande entreprise où on peut vraiment tout y trouver. Et
Et justement, de prendre le relais, c'est pour vraiment une fierté. Alors la troisième génération, c'est vous. Vous allez prendre le relais de la deuxième génération. Là, on a Raymond Bach qui est le président en titre de l'entreprise. Elle s'est bien passée cette transmission entre votre père et vous-même, avec vos frères et votre sœur, et puis celle qui se prépare demain? Oui, c'est des transmissions qui se passent généralement très bien quand on est en entreprise familiale. Alors, raison de plus, transmission en famille, on est tous nés dans la sciure, dans les copeaux. Hein, depuis le plus jeune âge, on touchait le bois, on jouait avec. Donc ça, c'est mon père par rapport à moi. Maintenant, lui, c'est exactement pareil. Hein. Quand je venais ici, il me suivait. Donc il est né dans la farine de bois. Voilà. Et est-ce que c'est important pour les clients, qu'ils soient américains ou français, et aussi pour les fournisseurs, de rester une entreprise familiale? Oui, c'est un point très important parce que l'entreprise familiale est gage d'implication. Pas toujours de réussite, mais d'implication. On a plus confiance à une entreprise familiale parce qu'elle y a mis ses tripes, elle y va à fond. C'est pas des financiers qui veulent des rendements. Non, nous, on est là pour l'entreprise en priorité. Merci Raymond Bach, ce sera le mot de la fin. Merci Sébastien Bach, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional Business. À bientôt.